Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Flash Formation. Cette semaine, on va parler des officiers et de leur rôle d'instructeur. Parce que quand on est officier, évidemment, on n'a pas le choix de jouer un rôle d'instructeur, ne serait-ce que pouvoir coacher, pouvoir mentorer ces jeunes pompiers, pouvoir améliorer les techniques d'intervention ou refaire un post-mortem suite à une intervention, une situation qui a moins bien été. Donc, on va regarder ensemble comment est-ce qu'un officier ou même un instructeur qui est désigné dans son service incendie peut être un meilleur instructeur. Et on va donc parler d'andragogie, on va parler d'approche, on va parler de coaching. Et pour faire ça, ben, j'ai mon partenaire avec moi, Steve Risebois. Steve, ça va bien? Ça va bien, Simon? Oui, super bien. Donc, Content d'être ici ce matin. ben, moi aussi, très content. Avant d'aller plus loin, Steve, si tu permets, je prends quelques minutes pour remercier notre Parfait. commanditaire officiel de la saison 3 du podcast de Flash Formation, Francis Perrault-Varin, qui est courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Que vous ayez besoin d'un financement, d'une préautorisation hypothécaire ou d'un renouvellement hypothécaire, bien, Francis Perrault-Varin, courtier Multiprêt Hypothèque, la personne à contacter. Grâce à lui que le projet de podcast fonctionne avec Flash Formation. On le remercie énormément. Donc, comme je disais, Steve, il y a deux aspects que je voyais aujourd'hui que j'aimerais discuter avec toi. Il y a le côté un officier qui est peut-être moins à l'aise des fois dans son rôle d'instructeur. Parce que quand tu arrives tu dis, ben, OK, je suis pompier, je veux devenir lieutenant, je veux devenir capitaine, on pense pas tout le temps à dire, mais là, maintenant, il va falloir que j'apprenne à des gens comment travailler, il va falloir que je fasse du coaching, il va falloir que je fasse de la rétroaction avec certains pompiers. Donc, ça devient des fois un aspect du rôle d'officier qui est moins apprécié, je pense, de certaines personnes ou de simplement l'instructeur qui dit, ben moi, je suis un jeune instructeur, je veux donner de la formation dans mon service incendie, mais je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop quelle approche utiliser à travers ça. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais regarder avec toi comme tel. Puis, tu es la personne désignée, je pense, pour faire ce podcast-là avec moi. Mais d'abord, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton rôle d'instructeur. Malheureusement, ça va trahir un peu ton âge. Mais parle-nous un peu de ton parcours d'instructeur puis d'enseignant. Ouais, à vrai dire, mon parcours d'enseignant, mon parcours a commencé en 2001, exactement, ouais, à l'Académie des pompiers. J'ai commencé à enseigner à l'Académie des pompiers. Puis, mon rôle, dans le fond, quand j'ai commencé, c'est un peu ironique. J'étais là pour assister à une formation puis voir un petit peu qu'est-ce qui se donnait puis comment ça se donnait. C'était sur les extincteurs portatifs. Puis, les deux instructeurs qui étaient là faisaient du team teaching ensemble. Faisaient du team teaching, puis ils faisaient de l'andragogie. C'était deux instructeurs qui sont encore aujourd'hui des connaissances. Donc, Benoît Ruel et Joël Laviolette, qui étaient les deux instructeurs qui étaient là. On les salue. Bien, tout à fait. Puis, vous allez voir, ils ont été vraiment gentils avec moi. Ils étaient exceptionnels. Et là, ils ont dit, « Hey, Steve, il dit, viens te présenter. » Fait que là, je suis venu me présenter. Et quand je me suis présenté, il dit, « Bon, ben Steve, il dit, on va te laisser donner le cours. » Et oui, ils sont sortis comme ça. Ah, ben c'est le fun. C'est de même que ça a commencé mon... Je reconnais le style. Ouais. Donc, c'est comme ça a commencé ma carrière d'instructeur. Puis, tu sais, je m'étais intéressé, j'étais arrivé là. Puis, je dis, gars, je suis prêt à y aller bénévole. Eux autres, c'était parfait. J'étais bénévole. Ils m'ont laissé là. Écoute, eux autres sont allés chiller l'autre bord. Fait que... Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, je me suis aperçu que la communication a une importance capitale dans l'enseignement. Tu sais, on parle de coaching, on parle, oui, d'andragogie, de pédagogie. La communication, comment on s'exprime, comment on diffuse un message, comment on est clair dans notre message, c'est réellement important. Puis c'est vrai que les officiers, ben, on n'a pas été éduqués, on n'a pas été à l'école pour savoir comment communiquer, comment donner un cours. Oui, on a des cours d'enseignement ou peu importe, mais par contre, réellement, quand on arrive devant un groupe de pompiers en caserne, c'est pas comme en classe. C'est deux choses complètement différentes. Puis c'est pas la même approche, c'est pas la même chose. Puis je me suis aperçu que donner des cours à l'école versus donner des cours en caserne, deux choses complètement différentes. C'est un univers, parce que là, tu n'as pas la même relation. Ah non, tout à fait. À l'école, c'est des jeunes, des gens qui sont là pour apprendre, c'est des gens qui ont peu d'expérience, tu as déjà une crédibilité en partant. Alors que versus ta gang à toi, que tu es tout le temps avec eux, ben c'est plus facile de t'agacer, c'est plus facile de t'envoyer promener, c'est plus facile sans t'envoyer promener, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Tu n'as pas la même dynamique, tu n'as pas la même relation. Des fois même, moi j'ai vécu ça longtemps, j'étais le plus jeune, des fois dans l'équipe, j'étais l'officier, mais c'était moi le plus jeune, tu sais. Fait que d'arriver puis d'enseigner, c'est pas la même gang. Non, tout à fait. Puis je me suis aperçu vraiment la différence. Je dis, OK, on doit s'adapter, puis donner un cours pédagogique devant des élèves qui n'ont aucune notion pratiquement, versus à des pompiers, des officiers, des partenaires qui ont de l'expérience,
Puis, comme tu dis, si tu es plus jeune, la crédibilité, qu'est-ce que tu as comme crédibilité? Qu'est-ce que tu as? C'est énorme comment c'est difficile de bâtir notre crédibilité, bâtir un message qui va être aussi, qui va perdurer dans le temps. Parce que tu as beau donner une formation, est-ce qu'elle a été comprise? Est-ce qu'elle va être adaptée? Est-ce qu'elle va être appliquée? C'est un monde. Ah, j'aime ça, cet aspect-là, parce qu'effectivement, c'est pas juste je fais la formation pour faire la formation, c'est je veux que dans 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, on s'en souvienne Ouais. de ça. C'est pas juste de dire, ben OK, c'est beau, check, ma formation est complétée pour le mois, puis on passe à d'autres choses. Donc, comment s'assurer qu'il y a une rétention de l'information à travers ça? J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait pour toi qu'un instructeur, c'est un bon instructeur dans un service incendie? Qu'est-ce qui sont ses particularités? Écoute, c'est une bonne question. Les personnes, pour vrai, des fois, on va voir, OK, il y a la crédibilité. Pour moi, c'est pas la crédibilité l'élément le plus important. Ça va être l'écoute. L'écoute OK. est un bon instructeur, la personne, si elle est en mesure de venir cibler les forces de chacun et de savoir quand elle va donner le cours. Parce que ça se fait avant la formation. Tu sais, de connaître nos gens, c'est une importance incroyable. Puis quand on va donner la formation, comme un instructeur, si on prend un officier qui commence à donner des cours, peu importe, c'est important de questionner nos gens. Puis de leur faire voir, eux autres, c'est quoi quand ils l'ont déjà expérimenté, puis qu'ils l'expliquent. C'est important de donner la position aux gens, de donner la chance aux gens de s'exprimer, de donner la chance aux gens d'exprimer leur expérience. C'est tout le temps valorisant, puis vous allez voir, quand vous donnez la chance aux gens de s'exprimer et d'être valorisés devant un groupe, ils vont vous respecter beaucoup plus. Puis ça fait en sorte que, quand, exemple, vous êtes un nouveau lieutenant, un nouvel officier, et vous te posez une question, vous le savez que, bon, mais Simon, tu as déjà eu un incendie, telle date, tu es allé au toit, ça n'a pas bien été. OK, tu poses des questions avant la formation. Quand tu donnes la formation sur, exemple, bon, mais au toit, qu'est-ce qu'on a besoin? Hey, Simon, conte-moi donc au feu, qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois? Tu laisses la place à la personne qui prenne parole, puis tu lui poses des questions pour qu'elle s'en aille vers ce que tu veux lui enseigner. OK, fait que quand tu as monté de l'eau, tu l'as-tu monté avant ou après avoir ouvert au toit? Ah, bien, c'est important, on l'a ouvert avant. OK, parfait. Fait que pourquoi c'est important? Et c'est quoi qui fait que, même si tu connais la réponse, un bon officier qui veut avoir le respect de ses gars va se servir de ses gars pour passer le message tout en donnant la pole position à ses gars. Il n'y a pas un danger, par exemple, de dénoter les erreurs de l'autre personne puis que l'autre personne se sente comme attaquée ou dénigrée? C'est là qu'il faut que tu connaisses les personnes. OK, c'est ça. C'est là qu'il faut que tu connaisses les personnes. Les personnes qui sont moindrement soupe au lait, qui sont moindrement susceptibles. C'est ça. Tu n'iras pas nécessairement leur poser des questions. Mais tu sais, quand on vous dit poser des questions, intéressez-vous aux gens, faites en sorte que les gens, analysez les gens. Un instructeur, c'est important de connaître sa matière. Mais quand on parlait d'un officier, un instructeur qui enseigne à des étudiants. Les étudiants, ils n'ont aucune notion. Ils n'ont pas les notions qu'on veut leur transmettre. Un pompier que ça fait 5, 10, 15 ans qui est pompier, mais il y a des notions. Et d'aller leur donner des notions, des fois, ils vont faire comme, ben, oui, on le sait, on l'a déjà fait, OK, c'est répété. Ah ouais. Et là, tu me donnes la chance de m'exprimer. Wow, OK, c'est tombé le fun, ça. OK, mais go, je veux m'exprimer. Puis de faire en sorte de dire, OK, mais là, explique-moi, quand tu es arrivé, puis il faut vraiment vous ciblier, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez passer comme message. À mes yeux, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'un bon officier va devenir un bon instructeur. Il va se servir de ces éléments. Et ça, c'est quand on connaît on connaît c'est quoi le message qu'on va passer, dans quel moment on va le passer. Mais si vous le passez, exemple, à la table, ou vous le passez dans une formation qui est vraiment officielle, vous pouvez avoir un appui visuel, une vidéo du feu que vous voulez expliquer. Mais tu n'as pas tout le temps besoin d'être Ben comme non, ça tout dans à un fait. format officiel. Puis j'aime ça, le côté donner de la formation. Je vais dire donner de la formation ou passer de l'information, mais de façon plus informelle. Combien de fois autour de la table de raconter un feu, de raconter une histoire pendant qu'on mange, puis que là, OK, l'information rentre pareil à ce moment-là. Totalement. Tu n'es pas obligé d'être dans un cadre formel, tout le monde assis avec un livre, puis voici le PowerPoint. Là. Oui, exactement. Puis je pense que c'est les messages qui passent le mieux. C'est les messages que le nombre de formations et d'informations qu'on peut passer informel, c'est incroyable. Puis je pense que c'est une des belles façons en caserne de le faire. Oui, on a des formations officielles que là, bon, mais
Gaz Métro s'en vient donner une formation, bien, c'est officiel. Eux, ils donnent une formation, Ouais. ils donnent leurs produits, c'est correct. Mais si vous voulez que votre information, votre formation perdure dans le temps, vous devez vous assurer que les gens adhèrent à ce que vous dites. Puis comment ils font pour adhérer à ce que vous dites? Mais souvent, ce n'est pas nécessairement vous, le messager. Si le messager est l'un de vos pompiers, vous dites « Ah oui, non, ça a marché, on a fait ça. » Les autres pompiers vont dire « OK, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de dire le message de qu'est-ce qu'il veut nous passer. » Puis après ça, une fois que le message est passé par l'un de vos bonhommes ou peu importe, c'est de venir clarifier vos attentes. Donc, le message est passé, exemple. Votre bonhomme, il vous dit Tu pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que tu as fait au toit qui a fonctionné? Puis bien entendu, avant de l'avoir rencontré, si vous avez déjà discuté avec lui, puis vous savez c'est quoi sa philosophie, vous savez qu'est-ce qu'il va répondre, bien vous savez déjà, tu dis OK, c'est sharp, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Je vais y répéter, mais que je fasse sa formation. Il répète à la fin de la formation ou à la fin de la discussion autour de la table. Si vous dites bien, savez-vous quoi? Ce que je m'attends au prochain feu, c'est que la première gang, ce que vous faites, on a un gars qui reste en bas au sol, on a un gars qui monte avec le cordage, puis on monte tout de suite le 3 pouces et on monte le pouce 3 quarts. C'est ce que je m'attends. On s'entend-tu tout le monde pour ça? Ouais, OK, parfait. Le message a été passé par l'un de vos pompiers. Vous venez cibler qu'est-ce que vous avez comme attente et vous vous assurez que dans le temps, bien, ça peut perdurer dans le temps. Vous n'avez pas dit seulement le pourquoi. Ah, on va faire ça pour ça. OK, parfait. Bien, je pense que c'est de se servir de tous les éléments. Puis là, vous voyez que c'est un peu plus complexe que seulement donner un cours. Là, on parle avec, OK, il faut se servir des gens. C'est pas de se servir des gens, mais il faut laisser la place aux gens. C'est de valoriser, dans le fond, Totalement. les gens qui sont là, puis de valoriser leur... Tu sais, puis il y a tout le temps, hein, quand on parle de la base de la pédagogie, tu as les connaissances, les compétences, puis l'expérience. Bien, se servir de l'expérience des gens qui sont autour de la table. C'est ça que je comprends de ton Oui, bien, message. je pense que... Puis, tu sais, on recherche beaucoup, en tant qu'officier, la crédibilité. On cherche le... Je vous le dis, les gens vont vous donner respect si vous leur donnez respect. Puis de quelle façon on peut leur donner respect? C'est en leur laissant la parole, les laisser parler, les écouter, de faire en sorte de les connaître. Puis je pense que c'est quelque chose que, tu sais, dans les valeurs de Flash, vous le savez, tu sais, on donne beaucoup de dire, OK, tu as une bonne idée, go, écoute, tu peux le faire, on va t'accompagner là-dedans. Mais je pense officier, c'est un peu la même chose, tu sais. Puis l'humain est fait comme ça. L'humain, on aime beaucoup, tu sais, on regarde les enfants, quand tu leur laisses faire quelque chose qui est très banal, ça serait bien plus facile de le faire, puis il y aurait moins de dégâts si c'est toi qui le faisais. Mais juste de casser un œuf, mettre de la farine, faire un gâteau, les enfants, il y a de la farine partout, mais ils sont tellement heureux de l'avoir fait. Ben, vous laissez la place aux gens de prendre place puis de prendre de l'expérience. Puis eux autres, ça fait en sorte de dire « Oh, OK, c'est cool. » Puis après ça, ils reviennent te voir. Vous avez une approche qui est différente. Vous connaissez un petit peu plus. Donc oui, il faut se préparer en amont. Il faut connaître les gens. Puis peu importe la formation que vous allez donner un moment donné, si vous connaissez les gens, bien, vous allez déjà... Tu sais, c'est à force de discuter qu'un moment donné que ça fait en connais sorte. ta gang de toute façon. Exactement. Donc, puis c'est là le message devant une classe versus en caserne. Devant une classe, on ne peut pas connaître les gens. Tu sais, un moment donné, devant une classe de 25 étudiants, ça devient difficile de connaître les gens. Ben oui. Donc là, tu y vas... tu peux poser des questions, mais ça va être plus difficile de savoir exactement c'est quoi, où ils s'enlignent avec leurs réponses. L'approche classique, mettons, qu'on a eue, je pense, pendant des années, si on remonte un petit peu, on recule dans les années, c'était un petit peu des fois par l'apprentissage par humiliation que j'appelais. Ouais. Tu sais, de dire, on met de la pression, on met de se dire, oh oui, ben pompier, c'est stressant, il faut que tu sois capable de performer sous pression, tout ça, alors que tu apprends des nouvelles connaissances, tu n'es même pas encore au niveau de développer des compétences. C'est quoi le problème pourquoi c'est pas bon de faire ça comme ça, d'y aller un petit peu par humiliation? Qu'est-ce que ça amène chez le candidat quand il essaie d'apprendre? Ça, c'est une belle question. Puis en effet, il faut tout le temps regarder le côté psychologique de l'humain. Quel est le souvenir qu'il va avoir de cette impression-là ou de faire en sorte de dire comment je me suis senti dans ce moment-là pour cette matière-là. Si l'expérience, elle est mauvaise, tu ne voudras pas l'appliquer. Tu vas être réticent et tu vas être réfractaire à vouloir aller vers ça. Inconsciemment, là. Inconsciemment, ça, c'est vraiment, tu sais, c'est pas volontaire, c'est inconscient. Le cerveau va faire en sorte de dire non, gars, écoute, tu as eu une mauvaise expérience. Tu sais, à un moment donné, tu as touché un rond, c'était chaud, retourne-y pas, va pas là, tu ne feras pas en sorte. Non, mais gars, la prochaine fois, il faut que tu le fasses. Faut pas sauter d'étape. Avant d'arriver à être exposé à un stress, il faut être en mesure d'avoir les connaissances, il faut être en mesure d'avoir le savoir et le savoir-faire. Et ensuite, le savoir-être, c'est quand on va l'exposer à un stress.
Et souvent, on dit, OK, on va les stresser, on va les stresser. Non, avant de faire ça, il faut faire en sorte que la personne a certaines compétences pour pouvoir les mettre en application. Tu sais, c'est de l'application de dire, bon, mais j'ai même pas les connaissances. Puis là, tu me demandes de faire quelque chose qui, en situation de stress, que j'ai même pas pratiqué avant, j'ai même pas rien fait. L'expérience, elle est vraiment mauvaise. Elle est mauvaise pour la personne psychologiquement. Elle ne voudra pas aller là. Puis c'est une mauvaise expérience en soi qu'elle va faire en sorte de dire non, ça ne me tente pas d'y aller. Fait que des fois, ces chemins-là, on les prend pour dire OK, il faut les exposer. Non, il faut y aller étape par étape. Un enfant, il faut y aller graduel. C'est la même chose. Tu sais, puis oui, on compare les pompiers, l'enfant, mais c'est l'humain. On compare l'humain à un enfant. Il faut que ça soit graduel. Tu sais, tu veux changer une habitude parce que c'est un changement. Un changement se fait graduellement. Ça ne se fait pas drastiquement. Donc, Même quand tu vas plus loin que ça, ben, on le sait que quand on expose une personne au stress, ben, on augmente son niveau de cortisol. totalement. Puis le cortisol, qui est l'hormone souvent du stress, va Oui. venir affecter la mémoire. Fait que c'est même parfois contre-productif de dire, ben, tu veux que ton candidat s'en souvienne, mais de la façon dont tu y as présenté, l'exposition que tu y as mis va faire en sorte qu'il va moins s'en souvenir Oui. parce qu'il était tellement stressé qu'il va se souvenir de son erreur, mais il ne se souviendra pas de comment faire comme il faut finalement à travers ça. Puis, on vient aux mises à feu, Simon. Quand on fait les mises à feu, on essaie d'être, tu sais, le monde sont calmes, on les expose à des. Puis je pense que c'est l'expérience qu'on on veut pas les stresser. Tu sais, oui, ça l'arrive, bon, ben, on est au feu, on est dans une mise à feu, mais c'est ce que le monde apprécie, je pense, parce qu'ils sont dans un environnement où ils peuvent voir du feu à l'intérieur d'un compartiment d'une maison, dans un état qui est calme. Mais ça, c'est une belle expérience parce qu'après ça, ben, tu peux le répéter. Puis je pense que c'est une belle expérience inconsciemment. Psychologiquement, je pense que c'est une belle exposition. Ça peut ne pas être stressant d'être au feu. Exactement. Oui, je comprends. C'est en plein ça. Donc, c'est une belle expérience parce que trop souvent, les pompiers, on arrive, puis c'est tout le temps un état de stress. C'est la première fois que tu as un incendie. La première expérience, on dit tout le temps, écoute, la game, elle va bien trop vite. J'ai rien vu. J'ai rien vu, la POC a passé, je ne l'ai même pas vu passer, puis c'était fini. OK, ça va vite. Ben, des fois, on a un stress de pogner un feu. Mais je pense que quand on a une expérience plus calme, ça fait en sorte que les prochains, on arrive avec, OK, on est plus calme, puis vous le savez, s'il y a un calme sur l'intervention, ben, ça vient calmer tout le monde. Le PC est calme, tout le monde est calme. Du moment qu'on vient monter le niveau de stress, qu'est-ce que ça fait? Tout le monde est stressé. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas vu? Ben, ça revient à ça aussi. Donc, d'exposer les gens dans notre... Parce qu'on se dit, ah ben, c'est ça, on est exposé au stress. Oui, il faut les exposer au stress. Pas les premières formations, pas les premiers moments. Éventuellement, mais qu'on soit rendu à contrôler l'intelligence émotionnelle, de faire en sorte qu'on est en mesure de contrôler notre Là, à stress, ce moment-là. là, c'est correct. Mais avant d'arriver là, il faut avoir certaines notions avant. C'est maintenant l'heure de la minute Hellenbach. Parlons un peu du cercle de la communauté, l'importance de la communauté quand on reçoit un diagnostic comme ça. Ben, là, ce qui arrive, c'est que là, il faut qu'on crée une bulle autour de soi. Dans mon cas, c'était ça. Tu sais, parce que souvent, là, c'est comme des gérants d'estrade, là. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont dire, ben non, écoute pas lui, non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Non, ça fait quand même année, tu viens tout m'aider. Tu as juste besoin d'amour autour de toi, c'est tout. Puis du support, puis que les gens acceptent ce que toi, tu veux faire. Puis c'est ça, cette bulle-là. Puis pendant cette bulle-là, ben moi, je cherchais des... Oui, je suivais mon oncologue, là. Je suivais les traitements en oncologie. Mais moi, je me disais, qu'est-ce que moi, je peux faire en plus? Quand je reviens chez moi, là, je m'en vais-tu à la brasserie prendre de la bière en oubliant que je suis malade ou j'essaie de... Fait que là, je me créais une bulle pour trouver des solutions. La communauté, c'est le support, hein? Puis, tu sais, moi, comme je te dis, je suis tombé en mode solution. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, j'ai un fils de 8 ans que, tu sais, je peux quand même pas arrêter de prendre mes responsabilités de père. Fait que oui, je continue à prendre soin de mon fils. Mais ma femme, tu sais, a bien compris ça. On a eu des bonnes discussions que, tu sais, je peux plus être l'homme que j'étais avant, pour l'instant, du moins. Je dois me concentrer sur ma santé, puis pour que mes idées soient claires, mais je donne quand même du temps à mon fils parce que ça me nettoie l'esprit. Tu sais, l'amour d'un enfant, c'est unique. Puis c'est mon épouse d'un côté, mais en dehors de tout ça, c'était la famille, mais la famille, c'est juste du support, c'est juste de l'amour qu'on a besoin. On n'a pas besoin tant de solutions. On peut se faire suggérer des choses, mais
pas venir brouiller les cartes quand tu as le goût de faire quelque chose. Comme je t'expliquais, c'est toujours, il faut y aller avec ce qu'on ressent, nous, le malade, en fait. Je comprends. Sauf qu'en même temps, tu veux que ton candidat fasse des erreurs. C'est important de laisser la place à l'erreur à travers ça. Totalement. Comment tu vois ça, l'apprentissage par l'erreur? Tu l'arrêtes, tu le laisses compléter son erreur. Puis, tu sais, tantôt, tu donnais l'exemple de dire, ben, OK, je brise un œuf pour faire un gâteau. Ouais. Puis, mais il y a un apprentissage qui se fait à travers ça. Comment Totalement. tu vois ça? C'est drôle, mais il y avait une expression, tu sais, les enfants apprennent à marcher comment? Les enfants apprennent à marcher en tombant. Puis c'est une belle image de notre apprentissage. Quelqu'un qui a toujours eu du succès, la journée qui se pète le nez, ben, il trouve ça dur. Mais quelqu'un qui est en mesure d'avoir des erreurs, tu sais, dans la vie, on en a énormément des erreurs. On en a énormément des apprentissages ou des choses que, bon, mais on trébuche. Puis quand je dis trébucher, c'est qu'il arrive un incident dans ton parcours. Ça fait en sorte qu'un incident, on apprend à chaque fois. On apprend à dire, OK, oui, là, j'ai fait ça pour telle raison. OK, mais là, la prochaine fois, je vais le faire différemment. Je pense que c'est important que les gens, on fasse des erreurs. Par contre, si on vient aux officiers, c'est important de faire des erreurs dans la sécurité. OK, ouais. C'est important de faire des erreurs, mais des erreurs dans la sécurité. Tu ne peux pas laisser quelqu'un l'intervention dire, ah, ben, bien ça, d'après moi, il va se planter, là. Ah, ben oui, il a tombé dans le trou. Non, ça, c'est impossible. On peut pas aller là. Je pense qu'il y a des choses qu'à un moment donné, on doit quand même encadrer. Mais par contre, tu sais, l'établissement de boyau, si la personne en passe puis établit le boyau, la pompe est trop collée, puis tu sais, le boyau, là, les couplings, ils pognent, ben, il va s'apercevoir, ah, ça aurait été mieux si la pompe avait été plus loin. Ah, tu l'as vécu, tu l'as fait. Donc, c'est important de faire des essais. Puis ces essais-là, on n'est pas nécessairement obligé de les faire en intervention. Tu sais, dresser une échelle, c'est tout le temps, là, on veut dresser une échelle. OK, parfait. Puis, tu sais, par expérience, un moment donné, on avait, je me souviens, à mon ancienne caserne, un 31 décembre, tu sais, les gars, ils disaient, hey, c'est les perches, en haut, en bas, il y a des questions. Fait que là, je dis, ben, les gars, on peut sortir l'échelle, tu sais. Mais on est 31 décembre, tu sais. Fait qu'on a sorti Choisis un l'échelle. bon moment pour. Ben, les gars, c'est eux autres même qui ont dit, ah, ben, on va la sortir. Puis on a sorti l'échelle et on l'a échappé. Donc, une 45 pieds qui a tombé, on a croché la perche. Et là, de faire le rapport comme quoi que tu as croché une échelle le 31 décembre, c'est sûr que ça paraît bizarre un petit peu. Ça sonne bizarre. Mais par contre, les gars, par la suite, savaient exactement les erreurs qu'ils avaient faites. Est-ce que ça aurait pu causer des dommages? Oui, assurément. Mais je vous garantis qu'après ça, les gars faisaient attention d'une façon différente parce qu'ils avaient fait l'erreur. Ils l'avaient vu, c'est quoi échapper une échelle 45 pieds, puis ils avaient vu c'est quoi l'impact. C'est une erreur qu'on a faite. Moi aussi, je l'ai faite, puis avec du recul, bon, ben, il y a des choses que moi aussi, j'ai appris là-dedans. L'échelle, je suis content qu'on l'ait échappé. Mais j'aurais aimé l'échapper ailleurs que où on l'a échappé parce qu'il était comme dans un dévalage avec un parapet. Puis il y a un gars qui aurait pu tomber puis se faire pas mal plus mal. Il s'est pas fait mal. Mais moi, avec du recul, je dis, OK, quand je vais faire les pratiques à cette heure, je vais les faire d'une façon peut-être, quand on n'est pas certain de plus sécuritaire. Plus sécuritaire. Okay. Tu sais, c'est là-dedans que j'ai appris. Mais pas l'avoir fait. Je vous compterai pas ça aujourd'hui. J'aurais pas fait les. Donc, oui, c'est important de faire des erreurs. Puis ça fait en sorte que vous allez devenir meilleur si vous faites des erreurs. Puis pompier, souvent, on n'aime pas faire. On est un monde très orgueilleux et on n'aime pas exposer nos erreurs qu'on fait. Avouez-les. Vous allez voir, quelqu'un fait une erreur puis il l'avoue. Ah ouais, j'ai fait ça comme erreur. OK. Comment on veut le reprendre après ça? OK, il a fait une erreur, mais il l'avoue. Bon, mais OK. Je pense que l'humilité, là-dedans, ça a un impact merveilleux. D'apprendre aux gars que oui, vous pouvez faire des erreurs, assumez vos erreurs, puis faites-les dans une optique d'apprentissage. Go. Je pense que c'est la philosophie, du moins. Puis je pense que ça fait en sorte de faire des meilleurs pompiers. Parce que si tu fais des erreurs, c'est parce que tu pratiques. Puis tu fais en sorte d'essayer des choses. Puis je connais pas personne qui devient bon sans faire d'erreurs. Il n'y a pas personne autant dans les sports, dans les sports extrêmes. On regarde l'exemple du motocross. Bon, mais il ne faut pas croire que ceux qui font des figures, ils n'ont jamais tombé. Mais ils l'ont essayé, ils l'ont répété. En incendie, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas croire qu'un gars qui est très bon, qui n'a jamais fait d'erreur. Puis quand tu te mets à parler aux gens qui ont une expertise, en général, ils se sont pété le nez à une coupe de place. Ça me fait penser à une phrase qui dit faut pas que tu pratiques jusqu'à ce que tu sois capable de le faire. Il faut que tu pratiques jusqu'à ce que tu sois plus capable de te tromper. Ce que tu sais, en anglais, là, c'est... Oui, tout à fait. You don't practice until you make it right. C'est you practice until you can't make it wrong.
Puis ça me fait penser aussi, cet été, ce printemps, on a rencontré des instructeurs des Pays-Bas. Oui, Puis j'avais une belle discussion avec Hans Nieling, qui est décrire le personnage, un monsieur tellement sympathique, un grand 6'3" avec une moustache légendaire qui est super calme, bonjour, puis qui est très tout à fait. éclectique. Tu sais, il monte ses propres motos custom, puis il fait des Ouais. concours de danse sociale. Tu sais, fait que c'est très. Il On fait le du vélo de salue. montagne Ouais, c'est ça. C'est extrême. vraiment très, très opposé. Bref, ça pour dire que lui, il dit quand nous autres, on reçoit nos pompiers, ils font de la formation, un peu comme Flash Formation, aux Pays-Bas, et ils reçoivent des pompiers d'expérience, des fois qu'ils ont 10, 15, 20 ans. Ils leur mettent dans le simulateur d'attaque un incendie, puis ils les laissent aller. Puis là, ils regardent aller, puis tout ça, puis il dit pas un mot. Juste à la fin, il dit bon, comment ça s'est passé? Ouais, ça a bien été, tu sais, évidemment. Ouais, ça a bien été, j'ai éteint le feu. OK, parfait. Comment on aurait pu faire ça différemment? Et il refait le même feu une deuxième fois. Puis c'est même pas nécessairement lui qui va amener les techniques. Les gars, c'est eux-mêmes qui disent ah ouais, j'aurais peut-être pu faire ça. Ah oui. Donc, je trouvais ça intéressant, l'apprentissage par l'erreur, que tu apprends bien plus quand c'est toi-même qui s'en aperçoit là, à travers ça. Puis c'est là où je pense que ça fait la différence, une distinction entre l'andragogie puis la pédagogie. Puis c'est un thème qu'on entend souvent, l'andragogie. C'est quoi, Steve, de l'andragogie? Ça, c'est un beau terme que là, on dit, bon, OK, même des fois, tu tapes andragogie, puis ton correcteur, il ne sait pas exactement comment le corriger. Donc, andragogie, on va commencer avec la pédagogie. La pédagogie, c'est un enseignement quand tu n'as pratiquement aucune notion. Donc, on fait de la pédagogie à des gens qui n'ont pas de notion sur un sujet. De l'andragogie, je pourrais dire, c'est de l'enseignement avec des gens d'expérience sur des notions. Donc, ce qui veut dire, c'est t'enseignes à des gens qui ont une expérience, une expertise dans le domaine. Donc, c'est complètement différent. Tu ne peux pas faire de la pédagogie avec des gens d'expérience. Ils vont trouver ça réducteur, finalement. Exactement. OK. Ils vont trouver ça réducteur, ils vont trouver ça ennuyant. Ils ne verront pas leur implication dans tout ça. Ce qui veut dire que quand on fait en sorte de dire, bon, bien parfait, on fait de l'andragogie, c'est de l'enseignement pour les adultes ou les gens d'expérience. L'approche est différente. C'est là qu'il faut impliquer nos gens. Ce qu'on parlait tantôt avec les officiers, comment on fait pour les impliquer? Bien, c'est de l'andragogie que vous devez faire. C'est réellement, ce n'est pas de la pédagogie. En tant qu'officier, que vous allez passer un message, c'est de l'andragogie pour faire en sorte que vous vous servez de l'expérience des gens pour passer un message. L'andragogie, ça va outre le message, comment on le fait, mais c'est vraiment dans la philosophie. Les gens, il faut qu'ils revoient les expériences qu'ils ont déjà faites, puis qu'ils essaient d'appliquer des notions que vous leur donnez, des nouvelles choses pour dire, OK, ben oui, je pourrais faire ça. On parlait d'erreurs tantôt. Eux, ce qu'ils font, c'est de l'andragogie parce qu'ils exposent les erreurs qu'ils viennent de faire, puis ils leur demandent qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, avec l'expérience qu'ils ont vécue, ils trouvent d'autres solutions pour amener ça. Puis souvent, dans l'andragogie, c'est qu'on est habitué d'avoir le contrôle d'une salle ou d'un sujet. Avec de l'andragogie, vous ne l'avez pas. Parce que les gens vont partir, vont commencer leur expérience, ça va aller à gauche, à droite. Tu n'auras pas ton plan de cours qui va suivre. Non, c'est ça. Okay. C'est complètement différent. Puis c'est là que vous devez être à l'écoute parce que parfois, ils vont trouver des solutions qui sont meilleures que celles que vous connaissez. Et là, ça, pour l'instructeur, je reviens à l'orgueil. Tu fais comme, mais là, je pensais de savoir ça. Et là, ça fait grandir l'instructeur. Donc, l'instructeur fait en sorte de dire, tu es prête à accepter qu'il y a peut-être un des participants qui va sortir une solution qui est meilleure que qu'est-ce que toi, tu pensais. Puis ça, sérieusement, ça fait en sorte de faire grandir. Parce que c'est l'effet de groupe, que tout le monde, on peut parler ensemble, on peut faire en sorte de mettre un message. Quand on check un plan de cours andragogique et on check un plan de cours pédagogique, il y a beaucoup moins de sujets dans l'andragogie. Pourquoi il y a moins de place? Parce qu'il y a plus de discussion, il y a plus de réflexion. Et les gens, ils ne font pas qu'absorber un message, ils vont réfléchir. Et ça revient à la taxonomie de Bloom. Donc, dans l'enseignement, c'est un beau terme. Là, si vous tapez taxonomie de Bloom, bon, mais c'est dans la pédagogie, c'est quoi le niveau d'enseignement qu'on a? Le niveau d'enseignement, bon, mais c'est-tu des connaissances, c'est-tu de l'application, c'est-tu de l'analyse, c'est-tu de l'évaluation? Donc, plus tu montes élevé dans la taxonomie de Bloom, plus tu fais de l'analyse et de l'évaluation. De l'andragogie, c'est le niveau le plus supérieur de la taxonomie de Bloom. Parce que les gens sont en mesure d'analyser et d'évaluer un sujet. Et ce n'est plus seulement des connaissances puis de l'application. Parce qu'une connaissance, je te passe un message. Comme là, présentement, je vous passe un message, je vous donne une information. Est-ce qu'on l'applique? On ne l'a même pas appliqué encore. On n'est même pas
à un autre niveau. Ensuite de ça, quand on monte de niveau, quand on va analyser quelqu'un qui fait de l'andragogie versus qui fait de l'évaluation, bien, on est dans un niveau supérieur. Donc, vous comprenez, si on l'associe à un instructeur qui donne un cours sur l'application d'eau au toit, on vient encore avec le toit, bien, il va être en mesure d'analyser le travail d'un vidéo. Tous les gars, si on écoute une vidéo, regarde, bon, les gars, on écoute la vidéo, ça dure 2 minutes, analysez-les. Dites-moi qu'est-ce que les gars ont fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire différent. Ils sont en train de non seulement l'analyser, mais d'évaluer le travail de qu'est-ce que les gars font, si c'est bon ou c'est mauvais. Et ensuite, tu demandes aux gars, OK, comment vous auriez fait ça différemment? Bien, on aurait peut-être fait ça différemment de telle façon. Là, peut-être que si on l'avait monté avec tel cordage, ensuite, on va aller l'essayer en réel. Donc, vous comprenez qu'ils ont vu une erreur ou un apprentissage, ils vont l'essayer, dire, OK, ah non, en fin de compte, ça ne va pas bien. C'est pas vous qui avez donné le cours. Vous avez fait en sorte de donner des outils aux gens qui voient un sujet, qui analysent le sujet, puis qui font en sorte de l'appliquer par la suite, et vous venez de créer une boucle d'apprentissage que les gars vont savoir le pourquoi ils font quelque chose, le pourquoi, si on fait ça de telle façon, bien, on l'a vu dans la vidéo, ça n'a pas bien été, on l'a essayé de telle façon, ça a bien été, parfait. Et là, vous vous assurez de la pérennité de l'enseignement. Ça fait en sorte que les gars, après ça, ils vont le savoir, ils vont le pratiquer, et ils ont été impliqués. Donc, vous impliquez vos gars et vous faites en sorte que le cerveau fait une analyse et une évaluation de la situation. C'est plus seulement un message que vous passez. Je trouve important de ce que tu dis au niveau du pourquoi, parce que j'ai l'impression que c'est souvent un élément qui est manquant en début de formation. Totalement. Tu sais, quand tu prends des adultes qui ont un horaire, qui ont déjà des priorités, qui sont pas... Ils se demandent hey, pourquoi est-ce que là, j'ai besoin de m'asseoir puis de te donner mon attention. J'ai plein de choses à faire. J'ai une liste de tâches. Là, il faut que je mette tout ça sur pause pour t'écouter, toi. Pourquoi est-ce qu'il faut que je t'écoute? Je trouve que c'est l'élément, des fois, qui part mal dans la formation. Puis c'est long avant que certaines formations, on ne comprend pas le pourquoi. À quoi ça va me servir? Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui se doit d'être priorisé en début de formation. Totalement. Quand un instructeur ou un officier s'assoit puis il explique quelque chose, je commencerai tout le temps par, puis on vient avec un autre excellent livre, Simon Sinek, Start with Why, il a commencé par pourquoi, mais ça s'applique ça dans ce moment-là. Je viens suivre une formation, à quoi ça va me servir? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'écoute ça? Puis pourquoi est-ce que c'est important ce que tu es en train de me dire? Si je le comprends juste 45 minutes après, 1 heure que tu as commencé, bien, c'est sûr que mon attention était différente dans les premières 45 minutes, alors que si dès le début, j'ai compris, ça va aider énormément. Un des moments, je pense, qui est très riche en possibilités de formation, c'est le post-mortem. Pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques pour définir mieux le post-mortem, là, le RETEX en France? J'aime bien la rétroaction. Rétroaction, OK. Parce que le post-mortem, c'est quand quelqu'un décède. Ah, OK. À mes yeux, un post-mortem, quand tu regardes les mots, la définition, c'est après le décès. Donc, tu sais, on dit souvent un post-mortem. Ouais. OK, il y a un décès. Ben non, c'est après un feu. Ah non, on va faire une rétroaction. Une rétroaction de l'intervention. Tu sais, on va revenir sur l'intervention. Mais ça, on connaît tous le post-mortem puis on l'utilise encore, mais c'est juste, des fois, ça vient me chicoter. Non, on fait une rétroaction du feu puis on... Donc, oui, mais vas-y. Mais je trouve que c'est un moment qui peut être très riche d'apprentissage, mais qui, des fois, il est mal utilisé. Ah, totalement. Parce que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon temps, où là, on dirait qu'il y a une attaque des égos, puis finalement, quand on fait la rétroaction devant tout le monde en groupe, ben, finalement, les gars se trouvent à devoir défendre leurs décisions, puis ils sont fatigués. Mais pourtant, je trouve qu'on devrait tellement mieux utiliser ce moment-là. Ce serait quoi pour toi les bonnes pratiques d'un retour d'intervention? Il y a beaucoup de choses. Puis ça, on rentre sur encore une fois, la psychologie de l'humain. La rétroaction à la fin d'un feu, souvent, il y a eu comme des étapes de ça. Si je recule il y a 15-20 ans, on faisait une rétroaction, c'est parce que on savait que tout le monde, excusez-moi le terme, mangeait de la merde, on pourrait dire « OK, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ton truck était trop loin. » Fait qu'au bout, on sortait de là, on dit « Ouais, ça n'a pas bien été. » Pourtant, la bâtisse est encore debout, puis il n'y a pas eu de mort. Fait que ça a quand même bien été. Je pense que le post-mortem, il y a eu une évolution. Un moment donné, on a fait en sorte de dire, OK, il faut faire attention, il ne faut pas aller seulement dans le négatif, il faut donner du positif. Et là, un moment donné, on arrive à un stade où c'est beau le positif, là, mais il faut que ça soit constructif aussi. Parce que là, un moment donné, OK, tout a bien été. Là, tout le monde part, dit, non, il y a des choses qui n'ont pas bien été. Il y a des choses qu'on pourrait améliorer. C'est quoi l'équilibre à cette heure de dire,
on va dans l'optique que c'est que du négatif versus c'est que du positif. Je reviens à une notion, responsabilité absolue. Si tous les officiers prenaient la responsabilité de ses actions et de ses actes, ben, ça l'aiderait grandement le post-mortem, la rétroaction. Je vous donne un exemple. Mon rôle et responsabilité, exemple, je suis PC. S'il y a des erreurs que j'ai faites, je peux en parler. Et là, les gars, ce que je trouve de bon, il y a ça que j'ai fait, que ça a bien été. Mais par contre, quand j'ai fait ça, ça a eu un impact pour ça. Ça a eu un impact pour ça. Tu prends la responsabilité des avantages et des erreurs que tu as faites. Donc, tu donnes le ton tout de suite à Totalement. la place à l'humilité. Oui. OK. Donc, tu donnes. Regardez, les gars, moi, ce que j'ai trouvé bon dans l'intervention présentement, je suis arrivé, j'ai pris position, j'ai fait mon 360. Ce que j'ai vu, il y avait des fils, j'ai demandé un déclenchement d'artère. C'était rapide. Ensuite de ça, j'ai établi mon PC. Là, présentement, je l'ai établi trop proche parce que, justement, le truck était ici, on avait l'exhaust, il a fallu se repositionner. OK, parfait, bon, bien, ça, c'est bon. Ensuite de ça, quand j'ai demandé un compte-rendu, j'ai demandé un compte-rendu à telle unité. J'aurais pas dû demander à telle unité, j'aurais dû demander un tel parce que je savais que le danger était plus grand. OK, parfait. Ensuite de ça, ben, j'ai donné le 10-12 rapidement, fait que ça, c'est super bon. Ça a fait en sorte que les gangs, quand vous êtes sortis, ben, ça a été parfait. Je félicite tous les officiers de secteur. Vous m'avez donné un compte-rendu. À 10 minutes de vos bouteilles qui allaient sonner, vous m'avez dit exactement le nombre de gangs, puis c'est ça qui a fait que j'ai donné mon 10-12. Tu viens féliciter le travail des autres, tu viens donner qu'est-ce que toi t'as aimé et tu viens aussi faire en sorte de donner ce que tu aurais fait de mieux. Et ensuite, tu donnes la parole. Et là, souvent, la parole, on n'aime pas parler devant tout le monde, peu importe. Ah, tout a bien été. On veut partir 1h du matin et on a le lunch sur le four, peu importe. Là. Par contre, si on faisait juste dire, moi, ce que j'ai aimé, on a fait ça, mes gars, j'ai félicité. Et là, c'est les officiers. Si tu le fais, toi, avec tes officiers, tu fais en sorte de valoriser le travail de tes officiers. Mais l'officier, quand il va parler, s'il dit, ce que j'ai aimé de ma part, on est arrivé, j'ai pris la décision d'amener une lance, un cordage avec l'acier à chaîne, la dôme, puis on a amené aussi un hose pack. On a tout mis ça sur la bâche. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on s'en est servi pour monter au toit. Et j'ai pris la décision, c'est sharp. À cette heure, je félicite les gars. Écoute, ça a pris 2 secondes. Ils ont ouvert les coffres, ils ont tout pris, puis ils n'ont pas rien dit. Ce que je ferais de mieux, par contre, c'est telle chose. Lui, il vient de prendre la responsabilité. Il a dit qu'est-ce que lui aimait, qu'est-ce qu'il valorisait les autres, puis il a pris une chose qu'il aurait améliorée. Et chacun ou ceux les plus névralgiques, si on prenait la responsabilité de ce qu'on fait bien, de ce que les gars autour de nous autres font bien, et aussi de ce qu'on aurait pu faire mieux, ça faciliterait grandement les rétroactions. Parce que tu laisses place encore à la personne de se valoriser, de valoriser ses pompiers, puis de faire en sorte de passer un message sur une erreur qu'il a faite, puis qui ferait en sorte qu'il améliorerait. Donc, on vient diminuer l'ego de chacun, puis ça fait en sorte de faire un groupe beaucoup plus fort parce qu'on vient voir qui sont les meilleurs officiers pour dire, bon, ben OK. Maintenant, si un officier ne le fait pas, je ne le ferai pas devant tout le monde. S'il y a un point vraiment spécifique, à moins d'un enjeu vraiment, je ne ferai pas en sorte de le dire. Faire attention. Il faut faire attention. Féliciter devant tout le monde, critiquer en privé. Okay. Je pense que, mais par contre, il faut que le message se passe. Est-ce que tu le passes avant ou tu le passes après? Un moment donné, tu connais tes gars. Tu sais que, écoute, j'aimerais te reprendre, on va juste rectifier quelque chose. Tantôt, quand tu as rentré, tu n'avais pas de jet. Ben, c'est important. Tu es supposé rentrer avec un jet. Ouais, mais j'avais un extincteur. C'est quoi qui est marqué? Ça te prend une ligne de vie. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ouais, mais là, on a rentré, est-ce que tu aurais pu te protéger? Ben non, pas tant. OK. Est-ce que tu as fait en sorte que présentement, est-ce que tu comprends pourquoi que tu n'iras pas y dire devant tout le monde je comprends. Fait ça? Maintenant, est-ce que tu le fais avant ou après? Il y a des choses que quand c'est vraiment spécifique, je le ferai avant. Le post-mortem, la rétroaction, pour voir c'est quoi sa réaction, puis de dire, hey, sais-tu quoi? Est-ce que tu es prête à en parler? Oui, je pense. Ça a un impact sur tout le groupe parce que qu'est-ce qu'on a fait? Ça prépare la personne à Ça moins prépare la personne. Puis tu sais quoi? Regarde, si tu n'es pas à l'aise de le faire, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé. Fait que ça fait en sorte de mettre en place le fait que si tu vois que la personne est boquée ou quoi que ce soit, mais c'est juste elle va réfléchir. C'est garanti de dire OK, moi, je comprends pourquoi j'aurais dû rentrer avec un jet. J'ai rentré pas de jet, j'ai rentré avec un extincteur. Puis, en fin de compte, on a exposé des gars dans un bâtiment de grande superficie avec seulement un extincteur. Hey, les gars, je le ferais différemment. Donc, ça le prépare. Tandis que quand on vient le cibler devant un groupe, on dit
C'est ça, Hey! là, tu l'attaques. Là. Là, écoute, c'est sûr qu'on est sa défensive. Ah oui. Une gang de gars, c'est certain qu'ils vont faire comme, ben là, pourquoi tu me dis ça là devant tout le monde? Vous comprenez que, est-ce qu'il y a des choses, si vous voyez que les gars, est-ce qu'on aurait fait d'autres choses? Est-ce qu'on aurait fait les positions des trucks? Est-ce que vous pensez que c'est correct? Ouais, ben oui, OK, parfait. Donc, si on avait un 700 à placer, vous trouvez que c'est correct, ça? Ouais, c'est bon, parfait. OK, parfait. Fait que là, les 935 vont s'en occuper après, ils vont passer un message. Je pense que valoriser les gars quand vous faites une rétroaction, à dire quelque chose que vous avez, vous, fait qui est positif. Puis je vous dis pas qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a qui aiment ça parler, puis ils vont faire une chose que vos gars ont faite, que vous remarquez, puis pas juste « Ah, ils ont fait une bonne job ». Non. Concrètement, quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas ouvert 4 coffres pour savoir était où l'équipement. Je vous ai demandé 5 équipements, je vous ai séparé, toi, tu vas me chercher ça, ça, ça. Chacun, vous avez ouvert le coffre qui était ciblé avec le bon équipement. Je vous félicite. Ça, c'est concret. Ça fait en sorte que vos gars vont respecter parce que tu dis quelque chose qui est concret. C'est pas juste de dire Ouais, bravo, good job. hey, bravo, good job. Non. Chris, j'ai tout fait, l'autre, il n'a rien fait. Voyons donc, tu sais, good job, il a le même good job que moi. Souvent, je dis ça, tu sais, de faire attention comment on le. De cibler vraiment une action concrète sur ce que les gars ont fait. Et ensuite, vous, de venir dire ouvertement quelque chose que vous aimeriez améliorer suite à une action que vous avez faite sur le champ. Ça fait en sorte de rendre beaucoup plus facile l'intervention. Puis ça fait en sorte, avec humilité, vous arrivez avec une culture d'humilité. Je trouve ça vous fun aussi de sortir du modèle du sandwich de la rétroaction. Hein, une bonne chose, une mauvaise chose, tu finis avec une bonne chose. Il faut sortir de ça. Oui, tout à fait. On le voit venir à 100 000 à l'heure. Totalement. Fait que Non, j'aime ta façon que tu l'amènes à travers ça. Est-ce que c'est tout le monde qui le fait? Non. Mais non, c'est sûr. Mais par contre, c'est ma philosophie. C'est comme ça que... La semaine tactique de combat et leadership 2025. Restez à l'affût parce qu'on va vous annoncer très bientôt le lieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'en va dans un endroit exceptionnel à l'automne 2025. Donc, si vous voulez préparer vos budgets, on va aller vivre ensemble une expérience incroyable avec des gens qui viennent de partout à travers le monde. Donc, que ce soit au niveau des tactiques, d'attaque d'atténuation, attaque transitoire, mouvement convectionnel, mais également tout ce qui touche le leadership dans un service d'incendie en 2025. On a très hâte de pouvoir vous annoncer le lieu, mais préparez-vous et venez vivre cette expérience-là avec nous. On a très hâte de vivre ça avec vous autres. Tu pourrais même, à la limite, demander, dire, OK, messieurs, j'aimerais avoir, ou messieurs, mesdames, j'aimerais avoir une chose qui a bien été, une chose qui a moins bien été. Tu sais, d'ouvrir la porte comme ça, carrément, de un peu forcer la main à, quand tu sais que tu as des gars un peu plus réfractaires, je veux une chose à améliorer, une chose que vous feriez différemment pour qu'on apprenne à travers ça. Puis... C'est important de dire quelque chose que vous améliorez sur une action que vous avez faite personnellement. OK. Ah, j'aime ça. Parce que si vous dites, on veut améliorer quelque chose, et là, la personne, ben là, moi, je pense que les trucks, il faudrait positionner différemment. OK, mais t'es-tu chauffeur? Ouais, t'es pas, toi, qu'est-ce que tu as fait? Exposez-vous, vous. Donc, si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez dire quelque chose qui a bien été, qui n'a pas rapport à vous. Mais vous ne pouvez pas dire quelque chose qui a mal été, qui n'a pas rapport à une action que vous avez faite ou une décision que vous avez prise. Ouais, je comprends. Ça, la différence, si vous mettez la table là-dessus, ben, vous devez faire en sorte que les gens, ben, quand ils vont... vous ne voulez pas des attaques à un... Parce que c'est là que ça s'engendre. Ton ratio théorie versus pratique. Est-ce que tu es toujours obligé de donner la théorie avant de faire la pratique? As-tu un barème que tu essaies d'utiliser? Écoute, oui, c'est drôle parce que ça, je reviens avec un de mes mentors quand il a commencé à enseigner. Il dit, qu'est-ce qui est bon, là? C'est de mettre un jeune avec un vieux. Le jeune, il veut faire beaucoup de pratique parce que ça ne tente pas de faire de la théorie. Puis le vieux, lui, ça ne tente plus de sortir dehors quand il fait fret. Il veut faire plus de théorie que de pratique. Puis c'est vrai parce qu'en vieillissant, on devient un peu plus théorique, je pourrais dire. Pas dire paresseux. Et plus jeune, ben écoute, on veut pratiquer, on veut tester, on veut faire des choses manuelles. Adaptez-vous à votre clientèle. Adaptez-vous. Adaptez-vous. Okay. Adaptez-vous à votre clientèle. Je prends un exemple dans mon ancienne caserne où j'étais. Le plus jeune, il avait 29 ans de date. Puis le pays, c'était surprenant parce que c'est eux autres qui proposaient de sortir, d'aller pratiquer. Si c'est eux autres qui le pratiquent, soyez à l'écoute de vos gars aussi, de dire « Ah, OK, les gars, ils aimeraient ça pratiquer, ils aimeraient ça le faire. » Puis le ratio, j'en ai pas. Puis on dirait que je vais m'adapter au groupe. Je vais m'adapter. Oui, c'est sûr que là, les cours, le programme de flash, c'est déjà déterminé, c'est déjà... Oh, oui. Mais par contre, vraiment, en tant qu'officier, la pratique, les gars vont vous dicter qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis de dire, non, c'est beau, on s'en va pratiquer. C'est correct, c'est bon. Mais il faut que vous voyez dire, si l'intention vient des gars, ils vont pratiquer beaucoup plus longtemps
que si c'est vous qui l'imposez. Je comprends. Ce que j'aime aussi, des fois, remarquer, c'est les gens, quand on pratique un 10 minutes, finalement, ça fait 45 Totalement. minutes. Puis C'est en plein ça. passé, à C'est en travers plein ça. ça. Quand je te regarde enseigner, souvent, tu utilises énormément le questionnement. Tu es toujours en questionnement. OK, mais pourquoi? Puis quelqu'un qui te pose une question, tu vas revirer ça toujours vers une question. Selon toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la place du questionnement pour toi dans ton enseignement? Bien, Simon, le fait du questionnement, c'est beaucoup sur l'andragogie. Je veux voir la personne, comment elle réfléchit, puis c'est quoi ses connaissances. Puis ça fait en sorte qu'elle-même, souvent, elle trouve la solution, elle trouve la réponse à sa question. Et le questionnement fait en sorte, je reviens à la taxonomie de Bloom, je fais analyser, je fais une réflexion des gars. Donc, le questionnement fait en sorte que les gars se posent la question. C'est plus seulement « OK, c'est beau, il m'a dit ça, c'est parfait ». Donc, s'ils se posent le questionnement, la rétention est beaucoup plus grande. Quand la personne trouve la réponse par elle-même, c'est gravé. C'est pas seulement « OK, il me l'a dit, je le fais ». Non, je l'ai réfléchi, je sais le pourquoi. Parce que quand tu réfléchis, quand tu poses une question, elle-même, la personne, elle va réfléchir, puis elle va trouver le chemin du questionnement, le protocole, peu importe, et elle va comprendre pourquoi qu'elle le fait. Le questionnement, c'est sûr qu'en formation, je pense que ça a sa place dans l'andragogie. Puis, en tant qu'officier, je le répète depuis le début, questionnez vos personnes, questionnez vos gars. Quand vous donnez un cours, questionnez vos personnes. Puis oui, en effet, peut-être qu'il y en a on n'aime pas ça. Parce que c'est pas facile. J'expose les gens à un questionnement. Puis je me souviens de Simon Proulx, tu sais. Il dit, on déteste ça, les textes. Il dit, c'est sûr qu'il va revirer ça en questionnement s'il va nous poser une question que, à chaque fois, on est sûr de la réponse. Il va nous arriver avec une question qu'on dit, ouais, j'ai pas pensé à celle-là. Puis ça fait en sorte que vous devez réfléchir plus loin que seulement ce que la personne dit pour le ramener. Parce que des fois, je vous cacherai pas, c'est pas facile. Là. Parce que la personne a donné une réponse, tu fais comme, OK, il a répondu à tout, à cette heure. Qu'est-ce que je fais pour qu'elle aille plus loin? Fait qu'il faut vous tout le temps, vous réfléchissiez vous-même à la réponse qu'elle va donner, de l'écouter comme il faut, puis de revenir sur un sujet qu'il a dit, puis de le mettre dans un contexte différent. C'est un peu ça. Puis c'est juste de dire, quand vous avez une réponse à une question, vous prenez un élément de la réponse et vous le mettez dans un contexte différent. Puis des fois, juste ça fait en sorte que la personne, j'ai pas vu ça de même dans ce contexte-là. Puis des fois, même vous n'avez pas nécessairement la réponse à la question que vous donnez. Mais ça fait en sorte de prendre du temps, la personne réfléchit, puis avec humilité, tu te dis, c'est quoi la question que je viens de te poser, j'ai même pas la réponse. Mais ça m'est venu comme ça. Fait que là, OK, ça veut dire que la personne, elle se sent pas dénigrée, de dire, OK, tu me poses pas une question parce que tu connais la réponse, puis tu veux. Non, parce que tu veux grandir. Tu veux grandir là-dedans. C'est un peu ça. Mais oui, je pense que le questionnement, c'est un des atouts premiers comme un enseignant, instructeur ou officier qui va donner de la formation. Un aspect aussi que tu parles, c'est le mettre en concret, de rendre les choses concrètes, visuelles, peut-être pas juste chez les pompiers, mais on dirait que c'est encore plus fort totalement. peut-être dans une clientèle pompier. Si tu parles d'un feu, OK, j'ai un incendie. Je me suis rendu compte avec les années que le feu que tu as dans ton imagination puis le feu que moi j'ai dans ma tête, Totalement. c'est totalement différent. Fait que j'aime ça, rendre ça vraiment concret le plus possible. Je pense que c'est quelque chose que l'adulte a beaucoup besoin quand il apprend, de rendre les choses concrètes. Fait que je vais donner un exemple de, OK, on arrive pour un feu de cuisine, le feu est en train de licher les amours, j'ai un plan neutre qui est au corps dans la pièce. Ça rend la chose encore plus concrète, ça rend l'apprentissage, on dirait, encore plus ancré sur des connaissances. Donc, la personne elle a une image mentale qui se crée dans la tête. Là, Totalement, je suis d'accord avec toi. Simon, sérieusement, quand on met les choses concrètes, mais c'est vraiment de mettre une image. La personne qui est en face de vous, elle n'a pas l'image, elle ne sait pas. La mise en contexte, autant dans les entrevues, c'est drôle parce qu'on prépare, je prépare des gars pour l'entrevue, justement. La mise en contexte a une importance capitale sur la suite des choses. Si votre mise en contexte n'est pas très belle ou non, moindrement floue, les gars ne verront pas le pourquoi. Puis, on a parlé tantôt, Simon Sinek, le pourquoi, vous devez mettre en place, vous devez faire, OK, voici la table, elle est mise, et là, on peut commencer. Et de parler, les meilleurs raconteurs, c'est quand? C'est ceux qui ils mettent en contexte, puis tu es capable. Tu as l'impression d'être avec eux. Exactement. Ouais, tu vis la situation. Okay. Donc, ça revient à la communication. Donc, un bon enseignant, un bon officier qui va passer un message, c'est un communicateur qui est en mesure de faire voir des choses aux participants, aux gens. Puis oui, la mise en contexte, je le répète, c'est de dire, OK, analyse la fumée quand on le fait, c'était pour ça. C'est pour faire voir comme il faut qu'est-ce qu'on voit à l'arrière, qu'est-ce qu'on voit sur le côté.
Le cours de structure de bâtiment sur le 360, c'est ce qu'on est en train de bâtir. Mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que les officiers, il y a des officiers qui voient des choses, tu fais comme, OK, pourquoi tu prends des décisions? Ils sont capables de visualiser des choses. Mais là, c'est la mise en contexte de dire, qu'est-ce que j'ai vu? Tu sais, tu dis, OK, qu'est-ce que tu as vu? Ben là, écoute, le feu, il s'aggravait. Ouais, mais c'est quoi exactement? Tu sais? La structure, l'intensité de l'incendie, la compartimentation du bâtiment, l'analyse de la fumée, le flow path, comment il se déplaçait. Bon, OK, parfait. Comment on le met à cette heure? Mais il y a des termes à chacun. C'est-à-dire, c'est un bâtiment 2 étages, attaché au secteur 2, secteur 4. C'est un bâtiment à carré de madrier. Il y avait un toit thermos. Il y avait, OK, tu sais, plus qu'on met d'éléments, plus tu te mets à faire le dessin de ce que tu vois. Puis je pense que c'est ça qui est important comme instructeur, de mettre en place. Ah, super, j'aime ça, c'est intéressant. Quand tu parles d'enseignement, on parle souvent de team teaching. Tu en as parlé tantôt, tu as fait. C'est quelque chose qui est pas évident, je pense, à faire dans un contexte d'officier avec tu es avec ta gang, tu veux enseigner. Comment est-ce qu'on peut faire du team teaching quand on est un officier avec une gang? Oui, il y a plusieurs façons de faire du team teaching. Peut-être avant même, on pourrait revenir d'expliquer c'est quoi du team teaching. Ben, Simon, je vais te laisser l'expliquer. Le team teaching, c'est le fait d'être un peu, dans le fond, c'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Totalement. Tu sais, de dire, il y en a un qui pose une question, tu es devant une classe, tu es devant un groupe, tu vas dire, toi, Steve, parle-moi des phénomènes thermiques. Dans quelle situation est-ce que tu vas observer les phénomènes thermiques? Et là, l'autre, il va l'expliquer. Donc, ça fait un petit peu devant une classe. Ça me fait penser à un panel de discussion sur le hockey à RDS. Tu as l'animateur qui pose la question à Danny Dubé, l'expert, puis Danny Dubé, il est là, puis il explique la chose. Fait qu'il y a un des instructeurs qui se met dans la peau du candidat. Donc, quelle question le candidat il pourrait se poser? Bien, je vais la poser à sa place, pas à l'expert. Donc, l'autre instructeur qui joue le rôle d'expert, puis par la suite, il n'y a rien qui empêche tu changes de sujet. Ce qu'on vient de faire là présentement. C'est ça. On vient de faire, tu sais, oui, bon, je parle, mais tout ce qu'on parle depuis tantôt, tu pourrais très bien en parler. Là, ce qu'on vient de faire, tu sais, c'est de faire une dynamique à deux. C'est réellement, tu sais, c'est ce qu'on a fait. On vient de faire, là, tu as pris la position, tu as expliqué un sujet. Bon, mais c'est de faire un peu la même chose. Encore une fois, de dire, bon, mais parfait, il y a quelqu'un avec qui je vais travailler, puis on va faire une équipe. Pour faire quoi? Pour faire un dynamisme dans la discussion. Et la personne, assurez-vous qu'elle ne soit pas à côté de vous. C'est niaiseux, hein, mais assurez-vous qu'elle soit, exemple, dans une salle ou peu importe, si vous prenez à la table de cuisine. Mais si vous êtes assis au bout, assurez-vous que l'autre est assis un petit peu plus loin. Puis ça, c'est niaiseux parce que ce que ça va faire, ça va générer le fait que les gens vont être distraits et vont devoir enlever le focus de la personne. Parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, un pompier, un humain qui est en train tout le temps de regarder à la même place, la même personne, l'attention va diminuer. Si vous faites le jeu du ping-pong, puis la personne, à un moment donné, elle parle, mais elle prend la position, elle se met à parler, et il faut laisser la parole, puis il faut laisser parler. Et là, la personne va se tourner. Mais en se tournant, elle fait une action, elle fait un geste que, systématiquement, ben, son système, il faut qu'il bouge. Donc, l'attention est plus grande. C'est niaiseux, mais... Fait que ton lieutenant, un lieutenant et un capitaine, les deux ensemble peuvent jouer, mais ils ne s'assoient pas en même place. Là, ils font une dynamisme, puis des fois, c'est juste de faire en sorte que, bon, mais il y en a un qui se lève, s'en va chercher. OK, pourquoi l'instructeur se lève? C'est niaiseux, mais juste volontairement, tu fais une action qui fait... Tu vas distraire les gars, mais en distrayant, ben, ça fait en sorte que les gars, ça les réveille. Ça les réveille. Donc, le team teaching, c'est de faire en sorte que vous êtes une équipe pour rassurer le dynamisme tout au long de la formation. Soit par le discours, tu en as parlé un moment donné, la communication au niveau du paraverbal, le ton que vous allez utiliser, le questionnement que vous allez faire avec les personnes et le questionnement que vous allez faire entre vous deux. Puis là, des fois, vous pouvez faire quelque chose qui est peut-être humoristique ou peu importe, que tu vas aller sortir une blague sur l'autre personne, dire « Ah oui, je me souviens, tel sujet, telle affaire. Ah oui, OK, bon, ben, je vais le compter. » Fait que là, les gars, OK, ils communiquent ensemble et ça fait en sorte que ça laisse place à la discussion. Parce que si vous posez une question, puis l'autre répond, ben OK, ben, on a le droit de poser des questions. Inconsciemment, l'humain fait quoi? OK, c'est la table qu'on vient de mettre. Ça, c'est le jeu qu'on joue aujourd'hui. On a le droit de s'impliquer. OK. Exactement. Je comprends. Puis, moi, un truc que j'aime, c'est d'utiliser un pompier dans l'équipe. Parce qu'on apprend beaucoup plus quand on enseigne quelque chose versus quand on est assis à écouter
bien, notre rétention, puis tantôt on parlait en début d'émission de comment faire pour la pérennité de l'information, Oui. mais d'utiliser un pompier et de dire, OK, les gars, dans 3 semaines, on fait la formation caméra thermique. J'aurais besoin de quelqu'un qui va venir m'aider à donner la caméra thermique, puis ça prend plus de temps pour l'officier. Totalement. Tu ne te déresponsabilises pas de ta position, mais au contraire, tu viens coacher une personne pour enseigner caméra thermique. Ouais. Puis ça, je l'ai déjà fait même en équipe pour toutes les formations de l'année. En début d'année, en janvier, j'ai sorti tous les sujets de formation qu'il y avait à faire cette année-là. Puis on a matché les équipes ensemble. Puis j'ai dit, OK, tel mois, c'est à vous autres, tel mois, c'est à vous autres. Ça m'a pris 4 fois plus de temps C'est ça. d'organiser les formations parce que Que de là, les faire, que de les faire moi-même. c'est sûr. Tu sais, de prendre le temps d'expliquer c'était quoi mon objectif, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. OK, allez-y les gars, montez. Puis je vous donne carte blanche, comment vous voulez faire ça. Faites-moi un suivi, on s'en va dans 2 semaines. Je vais voir est-ce que vous voulez. Puis là, les gars sont sortis avec des idées incroyables. J'avais une super belle gang pour faire ça, mais il y a des gars qui ont sorti des Kahoot, tu sais, des tests Ben oui. de sondage que tu peux faire directement sur ton téléphone. Il y a des gars qui sont arrivés avec 0 PowerPoint, qui ont juste écrit au tableau blanc, ça rendait ça super le fun. D'autres qui ont monté des PowerPoint, mais que c'était différent de ce que j'aurais fait. Fait que ça a rendu la formation, le maintien de compétences très intéressant de ce côté-là. Puis ce que j'aime dans ce que tu as fait, c'est que tu as impliqué les gens et tu les as valorisés en les exposant. Et assurément, je suis certain qu'il y en a qui n'étaient pas à l'aise. Ben, c'est sûr. Assurément, il y en a mais tu les as sortis de leur zone de confort et tu as fait en sorte de les obliger à sortir de leur zone de confort. Mais ça, la personne, je suis certain qu'à la fin, dit « Ah, OK, elle est valorisée, dit, ah, j'ai donné une formation, c'était cool, tu sais, j'ai aimé ça. » Même si ça n'a pas été facile, il y avait un goutte de sueur qui coulait, mais il y a une chose, par exemple, tu les as exposés à quelque chose qui les a fait grandir. Exact. Puis ça, en tant qu'officier, félicitations, parce que c'est exactement ça qu'il faut faire pour faire grandir nos gars. Puis, pardon, ils l'ont retenu tellement plus longtemps. Et j'arrivais, par exemple, avec caméra thermique. J'avais cet exemple-là. Je me souviens encore du pompier qui, un an après, refaire la formation caméra thermique, il était prêt à la redonner demain C'est matin. le fun, hein? Parce qu'il s'était pratiqué à la donner. Parce que tu veux pas avoir l'air incompétent devant les autres. Fait que non, vraiment, c'est une façon de faire qui est différente et qui est intéressante. J'aimerais ça peut-être finir avec toi sur parler de l'effet wow. Écoute, il y a tellement d'affaires qu'on aurait pu parler. On n'a pas parlé du verbal, du non-verbal, du verbal. Il y a tellement de sujets qu'on aurait pu toucher. Mais l'effet wow, c'est quoi quand on essaie de faire un effet wow dans une classe? Un effet wow, écoute, ça, c'est suite à une formation que j'avais suivie il y a quelques années avec Nabil Doss, qui était une personne que lui, justement, j'ai eu une formation sur l'effet wow. Puis réellement, ça a fait comme, OK, c'est ça qu'on doit faire quand on fait une formation. L'effet wow, c'est quoi? On a 5 sens. C'est d'essayer de toucher le plus possible nos 5 sens. Quand on a une formation... Dans une classe. Dans une classe. OK. Ce qui veut dire, quand on arrive, bon, ben OK, parfait, on a... les gens arrivent. Les gens, quand ils arrivent dans une classe, bon, ben OK, parfait, c'est tout le temps pareil. T'sais. On a une classe, des chaises, un prof en avant. Fait que, combien de fois vous êtes arrivé puis il y avait juste de la musique dans la classe? OK. Ça fait en sorte de dire, ah, c'est normal le fun. Il y a de musique, c'est OK, c'est attrayant. Vous écoutez un film pas de musique versus un film avec de la musique, ça a totalement de différence. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, quand vous arrivez, puis la salle, c'est drabe. C'est pas juste le studio ici présentement, on voit que c'est différent. On a un effet wow qui vient apparaître visuellement. Mais dans une classe, quand vous arrivez, si déjà vous avez des maquettes, vous avez des outils ou peu importe, les gens, quand ils arrivent, il y a de musique, il y a de la maquette, OK, il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est dynamique. Ensuite de ça, c'est drôle, mais on donne des cours, tu sais. Puis quand on faisait du team teaching, on a parlé du team teaching. On dit, bon, ben, OK, vous rentrez au feu, puis vous entendez crépiter, puis là, tu mets de la musique de crépitement. Puis là, à un moment donné, OK, vous avez une odeur de fumée. Quelqu'un avait craqué une allumette, tu sais, le monde font comme, OK, ça sent quelque chose. Mais ça fait en sorte de stimuler tes sens pour faire en sorte de dire, OK, tu t'en souviens. Plus il y a de sens qui sont sollicités, plus l'étudiant va se souvenir de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu, puis comment il l'a fait. Si vous êtes déjà allé à Walt Disney, Soarin', je ne sais pas si je le dis bien, là, fait que c'est un IMAX, mais tu as de l'eau, tu as des odeurs, tu vois des choses, tu entends des sons. Écoute, je m'en souviens encore, mais c'est parce que tu sollicites tes 5 sens. C'est un peu la même chose dans une formation. Ça veut dire, quand vous commencez à donner un cours, oui, il y a le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est visuel. Ça ne doit pas être le cours qui est donné. Je comprends. Un effet wow, excusez-moi, mais quand vous avez plus que 10 mots sur une slide, malheureusement, vous n'avez pas un effet wow. Les pompiers, ils lisent pas. Non. Au contraire, ils vont lire puis ils t'écouteront pas. C'est ça, exactement. Donc, jamais, en aucun temps, vous avez plus que 10 mots sur une slide. Un grand titre, des vidéos, des images, les gars sont visuels. Ils veulent voir. Mais par contre, ce qu'ils veulent entendre, ça, c'est vous qui allez le donner.
Et ensuite de ça, ben, vous pouvez avoir de la musique. C'est sûr qu'il y a de la musique qui va vous raconter une histoire. Quand je raconte mon histoire, ben, j'ai la cloche qui sonne, après ça, les trucks qui partent, après ça, de la musique. Et ça fait en sorte que c'est dynamique, puis ça fait un effet wow. Le visuel, même affaire, oui, des PowerPoint, mais vous pouvez avoir des banderoles, des affaires dans le même. Quand vous sortez, vous racontez une histoire, vous mettez votre bunker, votre casque, déjà ça fait comme, OK, il y a quelque chose de différent. Mais quand vous allez donner un cours comme officier, si vous vous préparez à avoir un effet wow, ça va être beaucoup plus dynamique. Puis les gars vont rire, puis allez-y dans l'ironie. Même si c'est poche, puis c'est drôle, les gars vont aimer ça. Puis combien de fois les gars font comme... On se souvient de Ben Nuttler qui il donnait une formation. Écoute, il arrivait avec ses pantalons au-dessus du nombril, puis il faisait des jokes de même avec ses lunettes. Puis tu faisais, OK, on le remarquait, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un effet wow. Dans ses cours, il arrive avec un effet wow parce que c'est visuel. Là, il imitait du monde, amener de l'humour là-dedans, même si c'est ironique. Puis l'autodérision n'a jamais tué personne. Puis au contraire, ça l'amène une crédibilité incroyable. Dire, OK, on est capable de rire de lui. Puis il fait en sorte, on le respecte de par le fait qu'il est comme ça. Fait que c'est ce que je pourrais dire de l'effet wow quand vous allez raconter une histoire. C'est pas juste de dire, bon, OK, on vous donne un cours. Souvenez-vous, là, on passe une directive. Une directive, tu lis la directive. Écoute, il n'y a pas d'effet wow là. Non. Mais il n'y a surtout pas de rétention. Aucunement. 3 mois après. Ah, c'était quoi déjà la... Ben non. Déjà que les gars sont assis, ils en reçoivent 3, 4, 5, 6 directives d'un seul coup. C'est ça. OK. C'est ce que je pourrais dire sur l'effet wow. Bien, merci beaucoup, Steve, pour avoir partagé avec nous tes connaissances sur l'andragogie. À la maison, on vous remercie de votre écoute et on se dit à la prochaine pour un autre épisode du podcast de Flash Formation. Merci, Simon.